La mise en service officielle du barrage hydroélectrique de Gouina dans la région de Caille, c'est demain samedi. Il a coûté 201 milliards de francs CFA. Sa capacité de 140 MW va renforcer l'offre énergétique des pays de l'OMVS, à savoir le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Un reportage sur l'importance de cette infrastructure dans cette édition. Le gouvernement et le secteur privé se concertent pour faire face à la vie chère. La commission interministérielle de lutte contre la hausse des prix et la facilitation de l'approvisionnement du pays vient de partager avec les opérateurs économiques son projet de plan d'action conjoint pour la facilitation de l'approvisionnement du pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité. Revue du programme d'action gouvernementale PAG, les différents ministères ont pendant 5 jours fait le bilan des réalisations. Il ressort de la rencontre que malgré un budget réduit, plusieurs actions ont été menées à hauteur de souhait. Fin de course pour une bande de cambrioleurs de voitures à Bamako. Depuis plusieurs mois, les commissariats de police de la capitale sont à leur trousse et c'est celui de l'ACI 2000 qui a réussi à mettre le grappin sur le groupe qui brisait les vitres des voitures stationnées aux abords des structures, des concessions et autres commerces à Bamako. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue. Le barrage hydroélectrique, d'abord cette information. Carnet d'audience du Premier ministre par intérim. Colonel Abdoulaye Maïga a reçu ce matin une délégation de Smith Anderson qui représente en Afrique de l'Ouest le groupe nigérien Dangote, évoluant dans la production et la commercialisation d'engrais. L'entreprise est venue proposer ses services au gouvernement en vue d'approvisionner le marché malien en engrais de qualité et en quantité suffisante dans les meilleures conditions possibles. Cette audience a enregistré la présence des ministres en charge du commerce et du développement rural ainsi que les PDG de l'Office du Niger et de la CMDT. Tous ont vanté les immenses possibilités qu'offre le Mali, grand producteur de coton, de riz et de nombreuses autres spéculations. Le chef du gouvernement par intérim a apprécié le premier contact et invité les délégations de Smith Anderson à poursuivre les échanges avec le gouvernement pour un partenariat promoteur. Le barrage hydroélectrique de Gouina dans la région de Caille sera officiellement mis en service ce samedi. L'ouvrage est réalisé dans le cadre du programme d'infrastructure régionale de l'OMVS a coûté 201 milliards de francs CFA avec ses 140 MW. Il va permettre de combler le déficit énergétique des pays membres de l'organisation, notamment le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga et ses homologues des pays membres de l'OMVS procéderont demain à l'inauguration de l'infrastructure. En attendant, retour sur l'importance de l'ouvrage avec Bourama Traoré. Dans la commune de Djamou, région de Kaya, un nouveau soleil s'élève ce 3 décembre 2022 pour le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Date retenue pour l'inauguration du nouveau barrage de Gouina. De par sa grandeur et sa puissance, l'ouvrage consolide le cordon ombilical qui lie les 3 pays désormais au destin énergétique commun. C'est une vraie preuve d'intégration. Et ailleurs, vous savez, le fleuve qui est partagé est source de conflits. Mais nos pays, à savoir la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, ont su vraiment transformer ce fleuve que nous avons en commun en un outil formidable d'intégration. Le complexe hydroélectrique de Gouina a une capacité de 140 MW pour un investissement de plus de 200 milliards de francs CFA. Le projet est devenu concret grâce à un prêt contracté solidairement par les pays bénéficiaires auprès de la Banque chinoise de promotion des exportations Exim Bank. Cet ouvrage qui est déjà mis en eau et qui a commencé à injecter les premiers mégawatts sur les réseaux électriques des 3 pays qui sont actionnaires de la SOGEM, va permettre en tout cas de renforcer la production d'énergie dans ces pays-là. Mais au-delà du renforcement de la production d'énergie, ça devrait permettre aussi de réduire un tout petit peu le coût de production, parce qu'il faut rappeler que la production hydroélectrique, en tout cas la source d'énergie à base d'hydroélectrique est l'une des sources d'énergie les moins chères. Et donc ça va permettre de renforcer non seulement la production d'électricité dans les 3 pays, mais ça va aussi permettre de réduire considérablement le coût de production de l'électricité pour les sociétés d'énergie de nos 3 pays. La production de Gouina va sensiblement contribuer à améliorer l'approvisionnement en énergie des pays membres de l'OMVS, notamment le Mali,
la Mauritanie et le Sénégal. En d'autres termes, l'important ouvrage permettra d'assurer une disponibilité permanente de l'eau pour satisfaire différents besoins dont la production d'énergie, la fourniture d'eau potable, l'irrigation et le transport, entre autres. Le barrage de Gouina rallonge la liste des ouvrages majeurs réalisés par l'OMVS pour apporter une réponse concrète au déficit énergétique dans ces pays membres. On note volontiers le barrage hydroélectrique de Manantali, la centrale hydroélectrique de Felou et le barrage anti-sel de Djama au Sénégal. Les trois infrastructures assurent le stockage de 11 milliards de mètres cubes d'eau et la production de 800 MWh par an. Gouina vient ainsi renforcer cette production déjà importante. Le projet fait 140 MW qui constitue un tout petit peu, pour donner un ordre d'idée, ça fait à peu près le tiers de la production dont le Mali a besoin pendant sa période de pointe. Et au profit justement de l'intégration et de la coopération, ces 140 MW seront répartis à part égale entre les trois pays, entre les sociétés d'énergie des trois pays. Ce quatrième barrage à l'actif de l'OMVS sera officiellement mis en service ce samedi par le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, et ses homologues de la Mauritanie, de la Guinée et du Sénégal. Épilogue de 5 ans de travaux qui ont démarré en 2017, soit 4 ans après la pose de la première pierre de l'ouvrage, c'était le 17 décembre 2013. En première région, donc, les populations s'activent à recevoir le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga et ses pairs des pays membres de l'OMVS. Les préparatifs se déroulent normalement et les Caïsiens sont déterminés à réussir le pari de la mobilisation qui entre dans le cadre de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Gouina prévu ce samedi 3 décembre 2022. Benogo Fofana, Sidi Aïdara. Les Caïsiens sont bien mobilisés à recevoir le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga et ses pairs des autres pays de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, à savoir la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. L'aéroport se trouve dans ma commune, la commune rurale de Koulou. Donc moi je dois accueillir les gens qui vont venir à l'aéroport. Donc il faut que je fasse beaucoup de mobilisation pour que l'aéroport soit plein. Les femmes avec les gens, avec le folklore. J'ai mobilisé le griot ramené. Ils sont préparés leur tam-tam. Donc avec le djembé, tout est prêt maintenant. J'appelle à la population caïsienne de sortir massivement pour cueillir en tout cas nos autres autorités et leur faire savoir qu'ils ont quitté chez eux et qu'ils sont venus ce jeu. Nous allons commencer à partir de Médine jusqu'à Kounda, qui est la frontière entre nous et Logo. Donc Logo continue jusqu'à Djamou. Donc par rapport à la mobilisation, quand même, tout le monde est motivé. À Caille, nous sommes aujourd'hui vraiment très heureux de participer à l'inauguration du site de Gouina. On a véhiculé déjà les informations. Nous allons accueillir, Inch'Allah, le Premier ministre du Mali par intérim et toutes les délégations qui viendront avec lui, avec beaucoup de fierté. On a mobilisé les communautés de l'OMVS, les communautés sénégalaises vivant à Caille, les communautés mauritaniennes vivant à Caille, les communautés guinéennes vivant à Caille. Au sein même du conseil, on a mis 3 comités. Comité de veille au niveau de la sécurité et le deuxième aspect, ça c'est au niveau des organisations, des associations, des mouvements et des fédérations, de participer pleinement à cette inauguration. Et la troisième, ça c'est pour les accueillir et montrer leur hôtel. C'est 3 volets que la jeunesse s'est basée par rapport à l'inauguration. Et nous sommes motivés et déterminés. Pour la réussite de cette activité inaugurale du barrage hydroélectrique de Gouina, le chef de l'exécutif régional s'est beaucoup investi. Actuellement, tout est presque prêt. Nous commençons déjà à recevoir des invités qui ont été déjà logés et qui effectivement reçoivent aussi la restauration. Mais aujourd'hui, nous allons recevoir d'autres invités et des votes aussi, surtout des ministres qui vont commencer à venir aujourd'hui. À ce niveau-là aussi, toutes les dispositions sont prises pour qu'ils puissent être bien accueillis. Sur le plan sécuritaire également, la sous-commission sécurité a déjà pris toutes les dispositions afin que la sécurité puisse être bien assurée et au niveau de l'hébergement, au niveau des déplacements, et au niveau du site aussi. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Gouina, situé à 74 km au sud-est de Caille, dans la commune rurale de Djamou.
La loi de finances 2023 a été adoptée par le Conseil national de transition, CNT, à l'unanimité. La session plénière qui s'est tenue hier jeudi a permis aux membres de l'organe législatif de la transition de voir tous les contours du budget de l'année à venir. Il est arrêté en recette à 2199 milliards 801 millions de francs CFA et en dépenses à 2895 milliards de francs CFA. On fait le point avec Bemba Sibi. Le Conseil national de transition a donné son cutus à la loi de finances 2023. Ce jeudi, en plénière, ils l'ont adopté à l'unanimité. Le budget d'État 2023 est arrêté en recette à 2199 milliards 908 millions de francs CFA et en dépenses à 2895 milliards 903 millions de francs CFA. Il présente un déficit budgétaire global de 4,73%. Nous étions à un taux de déficit de 5,2 en 2022. 5,5 en 2021 et 5,7 en 2020, ce qui fait qu'on est en train d'améliorer le taux de déficit. Maintenant, nous, avec la réalisation de ce budget, nous comptons atteindre également un taux de croissance de 5,1% contre 3,7 attendu cette année et 3,1 en 2021 et une récession de moins 1,2 en 2020. Malgré donc le contexte économique difficile, le budget 2023 va permettre au Mali d'amorcer une croissance de plus en plus significative. On prévoit 23,5% du budget qui vont être affectés aux investissements, soit à peu près 681 000 milliards de francs CFA. Cet investissement public va accompagner l'investissement du secteur privé attendu pour environ les 2/3 des investissements, soit à peu près 1651 milliards de francs CFA. Les autres critères de convergence sont tous orientés positivement. Aujourd'hui, le Mali a un taux d'endettement de 54% du PIB contre une norme communautaire de 70%. Je rappelle également que les recettes fiscales vont atteindre cette année 1897 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 5,5%. L'exercice budgétaire 2023 va demander beaucoup de responsabilités et d'efficacité, a souligné le ministre de l'Économie et des Finances. À suivre l'intégralité de cette session plénière du CNT juste après ce journal. Partenariat public et privé pour faire face à la vie chère. Le gouvernement a dévoilé aujourd'hui au secteur privé son projet de plan d'action conjoint pour la facilitation de l'approvisionnement du pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité. C'était à la faveur de la réunion de la commission interministérielle de lutte contre la hausse des prix et la facilitation de l'approvisionnement du pays et le secteur privé. Pour plus de précisions, nous vous proposons d'écouter Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Il est au micro de Tamsid Diabaté et Makan Diakité. C'est un processus dynamique qui avait été enclenché par le Premier ministre par intérim. Et le gouvernement avait donné des instructions qu'on rencontre le secteur privé pour partager avec eux l'ensemble des éléments de ce plan d'action et voir comment est-ce qu'on peut le mettre le plus tôt que possible en œuvre pour soulager la souffrance des populations, surtout en matière d'approvisionnement des produits en première nécessité, mais aussi des intrants agricoles. Et aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir un secteur privé très dynamique qui est disposé aussi à aller avec nous. Et c'est pourquoi d'ailleurs ils ont demandé qu'on leur donne un peu de temps pour travailler en profondeur sur ces questions, pour qu'ils nous apportent des solutions vraiment idoines pour l'approvisionnement, mais aussi le contrôle des prix sur les marchés. On demande au secteur privé vraiment de travailler en partenariat avec le gouvernement pour qu'ensemble on contrôle les effets pervers du marché. Parce que la plupart du temps, ce sont des questions de spéculation et des inflations importées qui font que les prix sont ressentis très élevés sur notre marché. Et si nous contrôlons ces effets, et ça avec le secteur privé, je pense qu'on peut le faire. Et l'approvisionnement aussi est une question du secteur privé. Donc il faut les mettre en confiance pour dire qu'ensemble nous allons travailler pour que le secteur privé puisse jouer sa partition et l'État aussi. Fin ce vendredi de l'atelier d'évaluation et d'actualisation du programme d'action gouvernemental BAG. Durant 5 jours, les différents ministères sont passés tour à tour pour présenter différentes réalisations dans le cadre des actions inscrites dans le programme. Malgré un budget réduit, plusieurs activités ont été menées à bout. Mamadou Fane.
5 jours d'échanges et de présentations ont permis au gouvernement de faire une évaluation et une actualisation des 4 axes du programme d'action gouvernementale. Le plan d'action gouvernemental est une synthèse des contributions des différents départements ministériels recentrés sur la période de la transition. Il s'est agi de façon générale de mesurer le chemin parcouru pour permettre au gouvernement d'ajuster son action et au Premier ministre, qui est le coordinateur de l'action gouvernementale, de donner les orientations et l'impulsion nécessaires sous la très haute autorité du président de la transition, chef de l'État. Cet exercice a permis également de recentrer certaines actions prévues dans le programme d'action gouvernementale conformément à la nouvelle période de la transition. La rareté des ressources qui en découlent ont malheureusement eu un impact sur le cours normal d'exécution des programmes sectoriels. Mais malgré cette situation, les départements ministériels n'ont pas baissé les bras. Des actions importantes ont été réalisées avec le peu de ressources mises à leur disposition. Et notre partenaire qui nous a toujours accompagnés, le Programme des Nations Unies pour le développement. Je les remercie au nom du Premier ministre. Les 4 axes du programme d'action gouvernementale sont déclinés en 9 objectifs, 64 actions et 108 indicateurs. À l'issue de cette évaluation, un rapport sera soumis au Premier ministre avant son examen par le gouvernement. L'ambassade du Qatar au Mali vient de célébrer la fête nationale de l'État du Qatar. Cette journée spéciale est une occasion qui reflète la fierté envers la patrie. Plusieurs personnalités, dont les membres du gouvernement, ont pris part à la cérémonie. Reportage Saloum Konaté. Des ambassadeurs et autres personnalités pour célébrer la fête nationale de l'État du Qatar. Occasion pour l'ambassadeur de l'État du Qatar au Mali de souligner l'excellente relation de coopération entre l'État du Qatar et la République du Mali qui ont connu une dynamique remarquable de relations. C'est un honneur pour moi de saluer la solidité des relations avec la République du Mali et nous œuvrons davantage au développement des liens de coopération dans tous les domaines. Je voudrais profiter de cette occasion solennelle pour réaffirmer notre soutien et accompagnement au Mali dans tous ces efforts visant à instaurer la paix, la sécurité, la stabilité, la lutte contre le fléau du terrorisme et sa souveraineté sur l'ensemble des territoires nationaux. Après un hommage rendu aux deux pays à travers les hymnes nationaux, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale adresse au nom du gouvernement et du peuple du Mali ses chaleureuses félicitations à son Altesse Cheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Je salue nos relations politiques et diplomatiques tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies, mais aussi au sein de l'Organisation de la coopération islamique, mais aussi au sein de beaucoup d'autres forats au sein desquels il y a toujours une large convergence de vues entre les positions et les préoccupations soulevées par nos deux pays. Au ministre de conclure que la fête nationale de cette année, qui coïncide avec l'organisation de la Coupe du monde de football qui se déroule pour la première fois dans le pays, n'est pas seulement un événement sportif, c'est aussi un événement qui permet de renforcer la paix, la cohésion afin de concrétiser la fraternité entre les peuples. Le 1er janvier 2023, 2,2 milliards de mètres cubes d'eau seront retenus au barrage de Sélingué pour la contre-saison. Le partenariat entre l'OPIB et EDMSA en matière de partage des eaux du canal de Baguineda est jugé satisfaisant. Ces informations viennent de la rencontre bilan des activités 2022 de la commission de gestion des eaux de la retenue de Sélingué et du barrage de Makala. Mohamed Kaintaou et Mahamadou Sidibé sont nos envoyés spéciaux à Sélingué. L'une des missions de la commission de gestion des eaux de la retenue de Sélingué et du barrage de Markala est l'examen des différents programmes de gestion d'eau élaborés par les structures nationales. Le bilan de ces activités 2022 est jugé satisfaisant malgré quelques difficultés relatives à l'absence de contrôle de crues sur le haut bassin du Bani et à l'insuffisance des ressources financières pour assurer la collecte des données. Elle a enregistré un bilan satisfaisant. On peut citer l'élaboration d'une courbe de gestion optimale annuelle, l'élaboration des consignes de gestion et la veille à leur mise en œuvre, la signature de conventions de collaboration entre l'OPIB et l'EDM en matière de partage des eaux de Baguineda,
l'arbitrage annuel du partage des eaux de Sankarani entre l'ODRS et l'EDM, la conciliation des usages pour les besoins de l'agriculture et de l'électricité. Aussitôt après la réunion bilan, la délégation, composée essentiellement des membres de la commission, s'est rendue au barrage hydroélectrique de Séléngué. Ici, 2,2 milliards de mètres cubes d'eau sont retenus pour la réussite de la contre-saison prévue pour le 1er janvier prochain. À chaque fois qu'il y a de l'eau au niveau du barrage en abondance et qu'il y a des lâchers, la répercussion se fait directement sur notre périmètre. C'est pourquoi on a des moyens d'exor qui nous permettent aussi de refouler l'eau qui vient en supplément au niveau du périmètre. L'année dernière, on a eu à faire une contre-saison spéciale parce que les exploitants agricoles avaient eu des difficultés dues à l'insécurité et puis aux inondations. Satisfait du bilan de sa commission, le directeur national de l'hydraulique mobilise les partenaires autour des potentialités du barrage de Séléngué. Nous avons enregistré cette année des apports très importants. 9 milliards 37 millions de mètres cubes sur les Sankarani. Sur ces 9 milliards, 7 milliards ont été lâchés et déversés pour produire l'électricité. Et les 2 milliards décembre que nous avons stockés et que nous allons maintenir jusqu'au 31 décembre vont être gérés pendant toute la période d'étiage. C'est suite aux malheureuses inondations de 2001 à Bamako, faisant des sans-abri que le gouvernement a mis en place la commission de gestion des eaux de la retenue de Séléngué et du barrage de Markala, une façon de minimiser, voire endiguer les dégâts liés aux fortes pluies. Fin de l'atelier national de validation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. La rencontre était organisée par le ministère de la Refondation de l'État en partenariat avec le PNUD. Reportage Souleymane Sidibé. Après 3 jours d'intenses réflexions et de propositions, les participants issus de toutes les forces vives de la nation ont procédé à une analyse approfondie de la version provisoire du document de la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour les 10 années à venir et son plan d'action triennal. La lutte contre la corruption, ce n'est pas seulement une affaire de l'État, c'est une affaire de tous les citoyens, de toute la population, de toutes les organisations, des jeunes, des femmes, de la société civile. C'est pour cela, lors de cet atelier, toutes ces parties prenantes ont été impliquées dans tous les processus d'élaboration de ce document. Le secrétaire général du ministère de la Refondation félicite les participants pour la qualité de leur travail. Le document ainsi validé, in fine, ouvre un chantier majeur du processus de refondation de l'État. En ce qui concerne les perspectives, nous comptons sur l'implication de tous pour une appropriation parfaite des orientations et actions de la stratégie nationale de lutte contre la corruption dans le cadre des politiques sectorielles de lutte contre la corruption. Le département de la refondation de l'État prend bonne note des recommandations et propositions faites durant les 3 jours des travaux. Des recommandations qui devraient contribuer à faire en sorte que l'on puisse gagner le combat contre la corruption. Ce communiqué. Mercredi 30 novembre 2022 s'est déroulée une cérémonie de signature d'une convention de prêt des montants de 15 milliards de francs CFA entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC et la Banque malienne de solidarité BMS. Cette levée du fonds par la BMS-SA à travers la signature intervient entre le docteur Georges Aguikoum Donkor, président de la BIDC, et M. Lamfia Koïta, directeur général de la BMS-SA, a été finalisée à Bamako. Signée pour une durée de 7 ans, cette nouvelle convention de prêt vient renforcer le partenariat qui lie les deux institutions environ depuis 15 ans. La nouvelle ligne de crédit permettra d'une manière générale à la BMS de développer le secteur industriel et d'autres secteurs productifs à travers la mise à disposition de ressources en vue de leur rétrocession aux producteurs de PME, PMI, microfinance, micro-entreprises et structures de microfinance. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique, ASECNA, répond à la volonté d'intégration africaine
constamment affirmée par le peuple malien. Cette déclaration a été faite ce matin par la ministre des Transports et des Infrastructures. C'était lors des travaux de la 37e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali. Compte rendu, Mamari Kone. Cette 37e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Mali, essentiellement budgétaire, offre l'opportunité de faire le bilan des activités menées en fin d'exercice 2022. Elle doit aussi fixer les perspectives d'action pour l'année 2023. Nous avons pu réaliser un certain nombre de progrès. La preuve est que nous sommes dans un nouveau bâtiment, un bâtiment de très haut standing. Et aussi à niveau de l'intérieur, on a eu à faire de grands travaux au niveau de l'ensemble des pistes de l'intérieur, au niveau de l'ensemble des stations synoptiques. Le budget 2003 est un budget très ambitieux. C'est un budget qui va nous permettre, malgré les difficultés que traverse le monde, que traverse le secteur de l'aviation civile, de continuer à assurer la sécurité de la navigation aérienne sur l'ensemble de nos plateformes. Selon le président du comité de gestion en termes de bilan, les objectifs de performance fixés dans le plan d'action 2022 ont été atteints, notamment dans le domaine de l'exploitation technique. Les différents indicateurs de performance concernant la gestion du trafic, l'information aéronautique et le niveau de protection des incendies ont été tous également atteints. C'est pour nous donc l'occasion de revisiter tous les enjeux portant sur l'extension et le développement des activités aéronautiques nationales au Mali et aussi ensemble avec les autorités en place, mettre en place tout le processus, toute la stratégie qui porte sur un développement particulier. Les activités de 2022 se sont déroulées dans un contexte particulier lié au Covid et aux sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. J'ai saisi l'opportunité pour signaler que l'ASECNA répond à la volonté d'intégration africaine constamment affirmée par le peuple malien que le gouvernement de la République du Mali accomplit en toutes circonstances. Le budget qui sera adopté doit être optimisé et axé sur la mise en œuvre des actions permettant d'améliorer les performances techniques et opérationnelles sur nos aérodromes en vue de garantir en permanence les conditions acceptables de sécurité aérienne. À l'issue des travaux, le comité de gestion a adopté le compte-rendu de la 36e session, adopté les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2021 ainsi que le budget 2023. Le groupe scolaire de Nafadji en commune 1 de Bamako a désormais sa cantine scolaire. L'infrastructure est offerte par l'ambassade de la République de Chine au Mali. Elle va faciliter la restauration des élèves de cet établissement qui étaient obligés de parcourir de longues distances pour les repas de midi. Batraouri. Au groupe scolaire de Nafadji en commune 1 du district de Bamako, de sérieux problèmes de distance jouaient sur la performance des élèves au dire du représentant du comité de gestion scolaire Amadou Touré. Avec un effectif total d'environ 1800 élèves, dont 1160 au premier cycle. Tous ces élèves viennent non seulement de Nafadji, village pauvre, mais aussi des quartiers très éloignés. Il est courant de constater que des élèves ne reviennent pas les après-midi de cours après ceux du matin. Cette pratique appartient désormais au passé car l'école vient d'être dotée d'une cantine. Cette infrastructure est offerte par l'ambassade de la République de Chine et comprend un réfectoire, une cuisine, un magasin et tout l'équipement pour son fonctionnement. Cantine d'espoir. La Chine a lancé le projet d'espoir depuis l'année 1989 pour rassembler les donations destinées à aider les enfants pauvres ruraux à terminer leurs études de l'éducation primaire. Cette réalisation soulagera non seulement les enfants de ce groupe scolaire qui mangeaient sous les vérandas des classes ou à l'air libre au gré des intempéries, mais aussi leurs mamans, les cuisinières qui squattaient le coin de la cour d'une famille voisine, travaillant au quotidien dans des conditions difficiles et inconfortables. Pour ce geste qui renforce la coopération entre le Mali et la Chine, l'ambassadeur de Chine reçoit des mains du ministre de l'Éducation nationale le tableau du citoyen d'honneur de la commune 1 du district de Bamako. L'aide de l'Église norvégienne convie à Bamako les femmes leaders des organisations et groupements d'associations à un séminaire qui porte sur le thème Femmes, paix et leadership au Mali. Les détails avec Fademba Keita.
La résolution 1325 est adoptée en 2000. Il est alors temps pour les organisations et groupements des femmes du Mali de faire le bilan d'application des 22 ans de cette adoption par les 15 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce séminaire de l'aide de l'Église norvégienne sur femmes, paix et leadership au Mali demande aux participantes de mettre à nu les stratégies adoptées pour l'exécution de la troisième génération du plan élaboré pour 2019-2023. Depuis plus qu'une dizaine d'années, nous travaillons sur la consolidation de la paix, la résolution des conflits le plus localement possible. De faire le bilan, mais aussi de trouver plus de solutions, de pistes pour comment les femmes puissent être plus impliquées, et comment aussi les femmes puissent plus coopérer, se coordonner pour avoir plus d'impact localement, mais aussi au niveau national. La résolution 1325 reconnaît l'impact des conflits armés sur les femmes et les jeunes filles. Au Mali, celle-ci joue un rôle prépondérant dans la paix, la sécurité, la bonne gouvernance. L'ONG Aide de l'Église norvégienne au Sahel, qui est présente au Mali depuis près de 40 ans, collabore avec ses partenaires maliens pour accroître cette implication des femmes. Dans ces partenariats dynamiques, les activités menées sont entre autres la sensibilisation, la formation et l'équipement des femmes et des jeunes filles en outils de prévention, de gestion des conflits et de plaidoyer. Les slameuses l'avouent, sans discrimination, elles peuvent être d'un apport considérable dans la stabilité du pays, comme le prône la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Point Covid. Ce 2 décembre 2022, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 335 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Cela fait exactement 44 ans que l'UNFPA produit un rapport annuel mondial sur l'état de la population. Cette année, il a pour thème comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise publiée, les grossesses non intentionnelles. Le rapport de cette année met l'accent sur la nécessité de prendre des mesures adéquates pour prévenir les grossesses non intentionnelles qui se chiffrent à 121 millions à travers le monde. On en sait un peu plus avec Awadit Makamara. Le rapport 2022 de l'UNFPA traite de la problématique de la santé et de la reproduction avec un accent sur le cas des grossesses accidentelles. Du rapport, il ressort que 60% des grossesses accidentelles se soldent par un avortement et l'on estime que 45% des interruptions volontaires sont non médicalisées. À travers cette édition 2022 de l'état de la population mondiale, l'UNFPA souligne la nécessité de faire respecter les droits universels des femmes à avoir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent. Des chiffres qui illustrent à juste titre le thème du rapport, comprendre l'imperceptible, agir pour résoudre la crise oubliée des grossesses non intentionnelles. Ce choix s'inscrit clairement dans le cadre du suivi des engagements pris lors de la conférence internationale sur la population et le développement, CIPD plus 25, pour l'atteinte des objectifs de réduction de la mortalité maternelle et néonatale et constitue rigoureusement les préoccupations des autorités de la transition. Au Mali, des actions sont menées pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Malgré ces efforts, des défis restent à surmonter pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030. Ils sont relatifs, entre autres, à la poursuite de la baisse des mortalités maternelles et infanto-juvéniles, à l'augmentation de la prévalence contraceptive, au repositionnement de la santé des jeunes et des adolescents, ainsi qu'à la réponse aux besoins non satisfaits en planification familiale. La présentation du rapport a été une occasion de discuter sur les grossesses non intentionnelles au cours d'un panel. Des échanges assortis de propositions qui seront remises aux autorités compétentes. Former 100 filles et femmes en couture, transformation agroalimentaire et teinture dans les communes d'intervention de l'ONG ASDAP, Association de soutien au développement des activités des populations à Ségou et Makala. C'est l'objectif visé par le projet d'amélioration des compétences de vie des jeunes et des adolescentes pour une prise de décision éclairée de la 4e région, Ouartiem Ségou, Fousseni Samaki.
Les femmes et surtout les jeunes filles participent moins à la prise de décision pour les problèmes les concernant et elles ont un faible accès aux services de microfinance. C'est pour faire face à cette situation de vulnérabilité que l'ONG ASDAP, en partenariat avec l'UNFPA et les fonds canadiens, forme 100 filles et femmes en couture, transformation agroalimentaire, teinture et coiffure. Avec ces projets d'une grande pertinence du point de vue socio-économique, il s'agit de renforcer l'autonomisation des filles et des femmes à travers les filières porteuses. Les bénéficiaires de ces équipements ont cette opportunité de s'affirmer, d'exprimer leur potentiel et également de prétendre à leur autonomie. Nous voudrions saisir cette occasion, leur demander de continuer à persévérer dans l'apprentissage. Cette initiative permettra de renforcer l'autonomisation de la gente féminine dans les communautés bénéficiaires. L'apprentissage de ce métier est une activité capable de résorber considérablement le chômage des jeunes filles et des adolescentes, ce qui constitue un effet efficace de lutte contre la pauvreté, notamment celle des populations les plus vulnérables à travers la création d'emplois. Autre temps fort de ce lancement, la remise des matériels de coupe et couture à Malkala, les signatures de protocoles de collaboration entre ASDAP et les différents centres de formation, ainsi que des sketchs sur l'amélioration des compétences de vie des jeunes filles et femmes. La délégation des bailleurs du Fonds fiduciaire pour la sécurité et la paix au Mali est à Mopti pour le suivi des réalisations à travers la MINUSMA. On fait le point avec Idrissa Keita. Une délégation des bailleurs de fonds fiduciaires pour la sécurité et la paix au Mali est à Mopti pour mesurer l'impact des activités réalisées et financées par les fonds fiduciaires à travers la MINUSMA. Cette visite vise aussi à s'imprégner des réalités du terrain. Ainsi, la délégation a visité la brigade territoriale de Sévaré et la clôture du groupe scolaire de Banketaba. Elle a aussi échangé avec l'exécutif régional et les bénéficiaires sur les défis et les perspectives. La construction de la clôture de cette école contribue beaucoup à protéger et les enfants et les enseignants. Nous demandons vraiment aux partenaires de la MINUSMA et ses bailleurs d'aider l'école au niveau de la région de Mopti pour mettre les enfants dans un espace sécurisé pour qu'ils puissent vraiment apprendre en toute tranquillité. Même si dans l'ensemble il y a de quoi se réjouir, cependant la demande est forte, a fait savoir le gouverneur. Ce remerciement aussi a valeur de plaidoyer dans toutes les interventions. Chacun veut encore plus. Cela est compréhensible parce que la problématique est dynamique. On a réalisé les clôtures, il y a d'autres sous-problématiques qui jaillissent et il faut effectivement accompagner. On va faire tous les efforts possibles pour pouvoir continuer ce soutien et voire même essayer de l'augmenter. Ça, vous pouvez compter sur nous. A rappelé que la délégation est composée des représentants des missions diplomatiques de 6 pays, à savoir l'Allemagne, le Canada, le Royaume de Belgique, le Royaume-Uni, le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède. En troisième région, CRI 2002, cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, plaide pour l'émergence d'une véritable implication et responsabilisation des légitimités traditionnelles dans la refondation de l'État. C'est à la faveur d'une journée d'engagement public. Compte rendu, Moussokoro Sirimé, Amadou Dolo. Après le Forum citoyen pour l'implication des autorités coutumières et traditionnelles dans le processus de refondation de l'État et la célébration de la journée nationale dédiée aux légitimités traditionnelles, l'heure est venue pour ces premiers maillons de l'administration de se situer sur leurs responsabilités et leur rôle dans la gestion des affaires publiques. La démocratie est bâtie sur deux jambes, la légitimité et la légalité. Voilà des milliers de Maliens et des Maliens qui sont des chefs de village, de fractions et de quartiers, qui ont les légitimités au niveau de leur terroir respectif, mais qui n'avaient pas la légalité que devait leur donner, n'est-ce pas, l'État. C'est la reconnaissance également à l'endroit de la transition actuelle, parce que c'est sous cette transition actuelle qu'il y a eu cette consécration des légitimités traditionnelles comme acteurs à part entière dans la construction ou la co-construction de la démocratie et de l'État de droit dans notre pays. Quel honneur pour nous, autorités traditionnelles. Les autorités de la transition ont compris qu'il faut donner de la valeur à ces légitimités traditionnelles au Mali. Nous mériterons ces honneurs par nos comportements de tous les jours.
Une dynamique de CRI 2002 soutenue et appréciée par les autorités administratives. Le processus de refondation de notre pays, une des missions assignées à la transition en cours, passe par l'implication de nos légitimités traditionnelles dans la conduite et la gestion des affaires publiques. Rappelons que la reconnaissance des légitimités traditionnelles au Mali est un processus enclenché depuis 2011 par CRI 2002. La rencontre de Sikasso sera sanctionnée par l'élaboration et la dotation des légitimités traditionnelles d'un document de plaidoyer pour la consolidation de leur implication sur le chantier de la refondation de l'État. La population de la région du Gao a célébré avec faste la distinction de Mme Aïdara Issata Cissé, dite Château, lors de la 4e édition de Africa Celebrate, tenue à Addis Abeba le 21 octobre dernier. Parents, amis et sympathisants se sont mobilisés pour magnifier l'événement à travers des prestations artistiques et culturelles. Sambare Aïdara, Alassane Ahmadou. La région de Gao est riche en art et tradition, partagée entre différentes communautés qui y résident depuis des millénaires. Madame Aïdara Aïssata Cissé, originaire de la région comme ambassadrice de la culture et de la mode. Madame, l'ambassadrice de la culture et de la mode en Afrique, permettez-moi, au nom des populations de la région de Gao, de vous féliciter et de vous encourager à défendre notre culture partout à travers le monde. Au ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, nous restons mobilisés pour l'accompagnement de votre mission. Puisse ce trophée être le porte-bonheur pour sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve, que ce moment de communion que nous vivons nous conduise vers l'atteinte de la paix, de la cohésion. Des stands d'exposition d'objets d'art en passant par des prestations musicales riches et variées. Bref, tout a été mis en œuvre pour bien célébrer cette distinction de Mme Aïssata Cissé, celle qui a hissé les flambeaux de la culture malienne sur le toit de l'Afrique. Gao m'a fait la surprise de célébrer la distinction que j'ai eue au niveau continental. Et en tant que Malienne, je suis tout simplement fière, je suis tout simplement heureuse de voir qu'on peut être ensemble. Cette distinction, je la dédie au Mali, je la dédie à Gao, je la dédie aux femmes, je la dédie aux femmes. Le trophée de l'ambassadrice de la culture et de la mode en Afrique a été décerné à notre compatriote par l'Union africaine et Legendary God Limited lors de la 4e édition de Africa Celebrate tenue à Addis Abeba le 21 octobre dernier. Le commissariat de police de l'ACI 2000 a réussi une prouesse avec l'arrestation d'un groupe d'étrangers spécialisés dans le bris ou cambriolage de voitures à Bamako. La casse de vitres de véhicules est un mode opératoire qui depuis quelques mois fait des victimes. Le grappin a donc été mis sur la bande qui perturbait l'esprit des propriétaires de voitures stationnés aux abords des structures, des concessions et autres commerces à Bamako. Reportage Jules Sambou Sissoko. C'est un joli coup de filet que le commissaire divisionnaire chargé du commissariat de police de l'ACI 2000, Wassa Keita et ses éléments ont réussi avec l'arrestation de 4 grands bandits spécialistes de cambriolage de véhicules pour s'emparer des objets précieux. Les 4 bandits sont tous des étrangers, 2 Camerounais, un Ivoirien et un Togolais. Sous le leadership du commissaire divisionnaire Wassa Keita, on surpris 2 individus circulant sur moto en train de briser la vitre d'un véhicule pour y dérober les objets de valeur se trouvant à l'intérieur. Ces individus ont été interpellés. À la suite des interrogatoires, ils ont non seulement reconnu les faits, mais ils ont également dénoncé d'autres complices qui également ont été interpellés. Et les perquisitions faites au domicile de ces suspects-là ont permis de retrouver des produits d'autres vols antérieurs, notamment des ordinateurs, des montres, des sacs. Par cette prouesse, c'est le cerveau des nouveaux modes opératoires de vol à Bamako qui vient d'être anéanti. C'est une nouvelle forme de banditisme qui n'était pas connue à Bamako. Et la particularité de ce cas-là, c'est que toutes les personnes interpellées sont des personnes de nationalité étrangère. Toutes les unités de police ont renforcé le lien de collaboration avec cette population. Et le résultat que nous venons d'obtenir là est naturellement le fruit de cette belle collaboration qui continue à faire ses preuves dans les actions de la police de tous les jours. Cette bande médite sur son sort avant d'être présentée aux autorités judiciaires pour subir la rigueur de la loi.
Et juste après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité de l'intervention du ministre de l'Économie et des Finances à l'occasion de la session plénière du CNT sur la loi de finances 2023.